Le vicomte de Bragelonne, partie 51, chapitre 216. Couronne et tiare. Aramis était descendu avant le jeune homme et lui tenait la portière ouverte. Il le vit poser le pied sur la mousse avec un frémissement de tout le corps et faire autour de la voiture quelques pas embarrassés, chancelants presque. On eût dit que le pauvre prisonnier était mal habitué à marcher sur la terre des hommes. On était au 15 août, vers 11 heures du soir. De gros nuages, qui présageaient la tempête, avaient envahi le ciel et sous leurs plis dérobaient toute lumière et toute perspective. À peine les extrémités des allées se détachaient-elles des taillis par une pénombre d'un gris opaque qui devenait, après un certain temps d'examen, sensible au milieu de cette obscurité complète. Mais les parfums qui montent de l'herbe, ceux plus pénétrants et plus frais qu'exhale l'essence des chênes, l'atmosphère tiède et onctueuse qui l'enveloppait tout entier pour la première fois depuis tant d'années, cette ineffable jouissance de liberté en pleine campagne, parlaient un langage si séduisant pour le prince que, quelle que fût cette retenue, nous dirons presque cette dissimulation dont nous avons essayé de donner une idée, il se laissa surprendre à son émotion et poussa un soupir de joie. Puis, peu à peu, il leva sa tête alourdie et respira les différentes couches d'air à mesure qu'elles s'offraient chargées d'arômes à son visage épanoui. Croisant ses bras sur sa poitrine, comme pour l'empêcher d'éclater à l'invasion de cette félicité nouvelle, il aspira délicieusement cet air inconnu qui court la nuit sous le dôme des hautes forêts. Ce ciel qu'il contemplait, ces eaux qu'il entendait bruire, ces créatures qu'il voyait s'agiter, n'était-ce pas la réalité ? Aramis n'était-il pas un fou de croire qu'il y eût autre chose à rêver dans ce monde ? Ces tableaux enivrants de la vie de campagne, exempts de soucis, de craintes et de gênes, cet océan de jours heureux qui miroite incessamment devant toute imagination jeune, voilà la véritable amorce à laquelle pourra se prendre un malheureux captif, usé par la pierre du cachot, étiolé dans l'air si rare de la Bastille. C'était celle, on s'en souvient, que lui avait présentée Aramis en lui offrant et les 1000 pistoles que renfermait la voiture, et cet Éden enchanté que cachaient aux yeux du monde les déserts du bas Poitou. Telles étaient les réflexions d'Aramis, pendant qu'il suivait, avec une anxiété impossible à décrire, la marche silencieuse des joies de Philippe, qu'il voyait s'enfoncer graduellement dans les profondeurs de sa méditation. En effet, le jeune prince, absorbé, ne touchait plus que des pieds à la terre, et son âme, envolée aux pieds de Dieu, le suppliait d'accorder un rayon de lumière à cette hésitation d'où devait sortir sa mort ou sa vie. Ce moment fut terrible pour l'évêque de Vannes. Il ne s'était pas encore trouvé en présence d'un aussi grand malheur. Cette âme d'acier, habituée à se jouer dans la vie parmi des obstacles sans consistance, ne se trouvant jamais inférieure ni vaincue, allait-elle échouer dans un si vaste plan pour n'avoir pas prévu l'influence qu'exerçait sur un corps humain quelques feuilles d'arbre arrosées de quelques litres d'air ? Aramis, fixé à la même place par l'angoisse de son doute, contempla donc cette agonie douloureuse de Philippe, qui soutenait la lutte contre les 2 anges mystérieux. Ce supplice dura les 10 minutes qu'avait demandé le jeune homme. Pendant cette éternité, Philippe ne cessa de regarder le ciel avec un œil suppliant, triste et humide. Aramis ne cessa de regarder Philippe avec un œil avide, enflammé, dévorant. Tout à coup, la tête du jeune homme s'inclina. Sa pensée redescendit sur la terre. On vit son regard s'endurcir, son front se plisser, sa bouche s'armer d'un courage farouche. Puis, ce regard devint fixe encore une fois, mais, cette fois, il reflétait la flamme des mondaines splendeurs. Cette fois, il ressemblait au regard de Satan sur la montagne, lorsqu'il passait en revue les royaumes et les puissances de la terre pour en faire des séductions à Jésus.
L'œil d'Aramis redevint aussi doux qu'il avait été sombre. Alors, Philippe, lui saisissant la main d'un mouvement rapide et nerveux, « Allons, dit-il, allons où l'on trouve la couronne de France. »« C'est votre décision, mon prince, repartit Aramis. »« C'est ma décision. » Irrévocable, Philippe ne daigna pas même répondre. Il regarda résolument l'évêque, comme pour lui demander s'il était possible qu'un homme revînt jamais sur un parti pris. « Ces regards-là sont des traits de feu qui peignent les caractères, » dit Aramis en s'inclinant sur la main de Philippe. « Vous serez grand, monseigneur, je vous en réponds. Reprenons, s'il vous plaît, la conversation où nous l'avons laissée. Je vous avais dit, je crois, que je voulais m'entendre avec vous sur 2 points, les dangers ou les obstacles. Ce point est décidé. L'autre, ce sont les conditions que vous me poseriez. À votre tour de parler, monsieur d'Herblay. Les conditions, mon prince ? Sans doute, vous ne m'arrêterez pas en chemin pour une bagatelle semblable. Et vous ne me ferez pas l'injure de supposer que je vous crois sans intérêt dans cette affaire. Ainsi donc, sans détour et sans crainte, ouvrez-moi le fond de votre pensée. M'y voici, monseigneur. Une fois roi, quand sera-ce ? Ce sera demain au soir, je veux dire dans la nuit. Expliquez-moi comment. Quand j'aurai fait une question à votre Altesse royale. Faites. J'avais envoyé à votre Altesse un homme à moi, chargé de lui remettre un cahier de notes écrites finement, rédigé avec sûreté. Notes qui permettent à votre Altesse de connaître à fond toutes les personnes qui composent et composeront sa cour. J'ai lu toutes ces notes. Attentivement, je les sais par cœur. Et comprises, je puis demander cela au pauvre abandonné de la Bastille. Il va sans dire que dans 8 jours, je n'aurai plus rien à demander à un esprit comme le vôtre, jouissant de sa liberté dans sa toute-puissance. Interrogez-moi, alors. Je veux être l'écolier à qui le savant maître fait répéter la leçon convenue. Sur votre famille, d'abord, monseigneur. Ma mère, Anne d'Autriche. Tous ses chagrins, sa triste maladie. Oh, je la connais. Je la connais. Votre second frère, dit Aramis en s'inclinant. Vous avez joint à ces notes des portraits si merveilleusement tracés, dessinés et peints, que j'ai, par ces peintures, reconnu les gens dont vos notes me désignaient le caractère, les mœurs et l'histoire. Monsieur, mon frère, est un beau brun, le visage pâle. Il n'aime pas sa femme Henriette, que moi, Louis XIV, j'ai un peu aimé, que j'aime encore coquettement, bien qu'elle m'ait tant fait pleurer le jour où elle voulait chasser mademoiselle de la Vallière. « Vous prendrez garde aux yeux de celle-ci, dit Aramis. Elle aime sincèrement le roi actuel. On trompe difficilement les yeux d'une femme qui aime. Elle est blonde, elle a des yeux bleus dont la tendresse me révélera son identité. Elle boite un peu, elle écrit chaque jour une lettre à laquelle je fais répondre par monsieur de Saint-Aignan. Celui-là, vous le connaissez ? Comme si je le voyais, et je sais les derniers vers qu'il m'a faits, comme ceux que j'ai composés en réponse aux siens. Très bien. Vos ministres, les connaissez-vous ? Colbert, une figure laide et sombre, mais intelligente, cheveux couvrant le front, grosse tête, lourde, pleine, ennemi mortel de M. Fouquet. Quant à celui-là, ne nous en inquiétons pas. Non, parce que, nécessairement, vous me demanderez de l'exiler, n'est-ce pas ? Aramis, pénétré d'admiration, se contenta de dire « Vous serez très grand, monseigneur. » Vous voyez, ajouta le prince, que je sais ma leçon à merveille, et, Dieu aidant, vous ensuite, je ne me tromperai guère. Vous avez encore une paire d'yeux bien gênants, monseigneur. Oui, le capitaine des mousquetaires, monsieur d'Artagnan, votre ami. Mon ami, je dois le dire. Celui qui a escorté la Vallière à Chaillot, celui qui a livré Monk dans un coffre au roi Charles II, celui qui a si bien servi ma mère, celui à qui la couronne de France doit tant qu'elle lui doit tout. Est-ce que vous me demanderez aussi de l'exiler, celui-là ? Jamais, sire. D'Artagnan est un homme à qui, dans un moment donné, je me charge de tout dire. Mais défiez-vous, car s'il nous dépiste avant cette révélation, vous ou moi, nous serons pris ou tués. C'est un homme de main.
J'aviserai. Parlez-moi de monsieur Fouquet. Quand voulez-vous faire ? Un moment encore, je vous en prie, monseigneur. Pardon si je parais manquer de respect en vous questionnant toujours. C'est votre devoir de le faire, et c'est encore votre droit. Avant de passer à monsieur Fouquet, j'aurais un scrupule d'oublier un autre ami à moi. Monsieur du Vallon, l'Hercule de la France. Quant à celui-là, sa fortune est assurée. Non, ce n'est pas de lui que je voulais parler. Du comte de la Fère, alors, et de son fils, notre fils à tous quatre. Ce garçon qui se meurt d'amour pour la Vallière, à qui mon frère l'a prise déloyalement. Soyez tranquille, je saurai la lui faire recouvrer. Dites-moi une chose, monsieur d'Herblay, oublie-t-on les injures quand on aime ? Pardonne-t-on à la femme qui a trahi ? Est-ce un des usages de l'esprit français ? Est-ce une des lois du cœur humain ? Un homme qui aime profondément, comme aime Raoul de Bragelonne, finit par oublier le crime de sa maîtresse. Mais je ne sais si Raoul oubliera. J'y pourvoirai. Est-ce tout ce que vous vouliez me dire sur votre ami ? C'est tout. À monsieur Fouquet, maintenant, que comptez-vous que j'en ferai ? Le surintendant, comme par le passé. Je vous en prie. Soit, mais il est aujourd'hui Premier ministre. Pas tout à fait. Il faudra bien un Premier ministre à un roi ignorant et embarrassé comme je le serai. Il faudra un ami à votre majesté. Je n'en ai qu'un, c'est vous. Vous en aurez d'autres plus tard, jamais d'aussi dévoués, jamais d'aussi zélés pour votre gloire. Vous serez mon Premier ministre. Pas tout de suite, monseigneur, cela donnerait trop d'ombrage et d'étonnement. Monsieur de Richelieu, Premier ministre de ma grand-mère Marie de Médicis, n'était qu'évêque de Luçon, comme vous êtes évêque de Vannes. Je vois que votre Altesse royale a bien profité de mes notes. Cette miraculeuse perspicacité me comble de joie. Je sais bien que monsieur de Richelieu, par la protection de la reine, est devenu bientôt cardinal. Il vaudra mieux, dit Aramis en s'inclinant, que je ne sois Premier ministre qu'après que votre Altesse royale m'aura fait nommer cardinal. Vous le serez avant de moi, monsieur d'Herblay, mais voilà bien peu de chose. Vous ne m'offenseriez pas en me demandant davantage, et vous m'affligeriez en vous en tenant là. Aussi ai-je quelque chose à espérer de plus, monseigneur. Dites, dites. Monsieur Fouquet ne gardera pas toujours les affaires. Il vieillira vite. Il aime le plaisir, compatible aujourd'hui avec son travail, grâce au reste de jeunesse dont il jouit. Mais cette jeunesse tient au premier chagrin ou à la première maladie qu'il rencontrera. Nous lui épargnerons le chagrin, parce qu'il est galant homme et noble cœur. Nous ne pourrons lui sauver la maladie. Ainsi, c'est jugé. Quand vous aurez payé toutes les dettes de monsieur Fouquet, remis les finances en état, monsieur Fouquet pourra demeurer roi dans sa cour de poète et de peintre. Nous l'aurons fait riche. Alors, devenu Premier ministre de votre Altesse royale, je pourrai songer à mes intérêts et aux vôtres. Le jeune homme regarda son interlocuteur. Monsieur de Richelieu, dont nous parlions, dit Aramis, a eu le tort très grand de s'attacher à gouverner seulement la France. Il a laissé deux rois, le roi Louis XIII et lui, trôner sur le même trône, tandis qu'il pouvait les installer plus commodément sur deux trônes différents. « Sur deux trônes ?» dit le jeune homme en rêvant. « En effet, poursuivit Aramis tranquillement, un cardinal Premier ministre de France, aidé de la faveur et de l'appui du roi très chrétien, un cardinal à qui le roi son maître prête ses trésors, son armée, son conseil. Cet homme-là ferait un double emploi fâcheux en appliquant ses ressources à la seule France. Vous, d'ailleurs, ajouta Aramis en plongeant jusqu'au fond des yeux de Philippe, vous ne serez pas un roi comme votre père, délicat, lent et fatigué de tout. Vous serez un roi de tête et d'épée. Vous n'aurez pas assez de vos états. Je vous y gênerai. Or, jamais notre amitié ne doit être, je ne dis pas altérée, mais même effleurée par une pensée secrète. Je vous aurai donné le trône de France, vous me donnerez le trône de Saint-Pierre. Quand votre main loyale, ferme et armée, aura pour main jumelle la main d'un pape tel que je le serai,
Ni Charles Quint, qui a possédé les 2/3 du monde, ni Charlemagne, qui le posséda entier, ne viendront à la hauteur de votre ceinture. Je n'ai pas d'alliance, moi, je n'ai pas de préjugés, je ne vous jette pas dans la persécution des hérétiques, je ne vous jetterai pas dans les guerres de famille. Je dirai, à nous deux l'univers, à moi pour les âmes, à vous pour les corps. Et, comme je mourrai le premier, vous aurez mon héritage. Que dites-vous de mon plan, monseigneur ? Je dis que vous me rendez heureux et fier, rien que de vous avoir compris, monsieur d'Herblay. Vous serez cardinal. Cardinal, vous serez mon premier ministre. Et puis, vous m'indiquerez ce qu'il faut faire pour qu'on vous élise pape. Je le ferai. Demandez-moi des garanties. C'est inutile. Je n'agirai jamais qu'en vous faisant gagner quelque chose. Je ne monterai jamais sans vous avoir hissé sur l'échelon supérieur. Je me tiendrai toujours assez loin de vous pour échapper à votre jalousie, assez près pour maintenir votre profit et surveiller votre amitié. Tous les contrats en ce monde se rompent, parce que l'intérêt qu'ils renferment tend à pencher d'un seul côté. Jamais entre nous il n'en sera de même. Je n'ai pas besoin de garantie. Ainsi, mon frère disparaîtra. Simplement, nous l'enlèverons de son lit par le moyen d'un plancher qui cède à la pression du doigt. Endormi sous la couronne, il se réveillera dans la captivité. Seul, vous commanderez à partir de ce moment, et vous n'aurez pas d'intérêt plus cher que celui de me conserver près de vous. C'est vrai. Voici ma main, monsieur d'Herblay. Permettez-moi de m'agenouiller devant vous, sire, bien respectueusement. Nous vous embrasserons le jour où tous deux nous aurons au front, vous, la couronne, moi, la tiare. Embrassez-moi aujourd'hui même, et soyez plus que grand, plus qu'habile, plus que sublime génie. Soyez bon pour moi, soyez mon père. Aramis faillit s'attendrir en l'écoutant parler. Il crut sentir dans son cœur un mouvement jusqu'alors inconnu, mais cette impression s'effaça bien vite. Son père, pensa-t-il. Oui, Saint-Père. Et ils reprirent place dans le carrosse qui courut rapidement sur la route de Vaux-le-Vicomte. Chapitre 217. Le château de Vaux-le-Vicomte. Le château de Vaux-le-Vicomte, situé à une lieue de Melun, avait été bâti par Fouquet en 1656. Il n'y avait alors que peu d'argent en France. Mazarin avait tout pris et Fouquet dépensait le reste. Seulement, comme certains hommes ont les défauts féconds et les vices utiles, Fouquet, en semant les millions dans ce palais, avait trouvé le moyen de récolter 3 hommes illustres, le Vaux, architecte de l'édifice, le nôtre, dessinateur des jardins, et Lebrun, décorateur des appartements. Si le château de Vaux avait un défaut qu'on pût lui reprocher, c'était son caractère grandiose et sa gracieuse magnificence. Il est encore proverbial aujourd'hui de nombrer les arpents de sa toiture, dont la réparation est de nos jours la ruine des fortunes rétrécies comme toute l'époque. Vaux-le-Vicomte, quand on a franchi sa large grille, soutenue par des cariatides, développe son principal corps de logis dans la vaste cour d'honneur, ceinte de fossés profonds que borde un magnifique balustre de pierre. Rien de plus noble que l'avant-corps du milieu, hissé sur son perron comme un roi sur son trône, ayant autour de lui 4 pavillons qui forment les angles et dont les immenses colonnes ioniques s'élèvent majestueusement à toute la hauteur de l'édifice. Les frises ornées d'arabesques, les frontons couronnant les pilastres donnent partout la richesse et la grâce. Les dômes, surmontant le tout, donnent l'ampleur et la majesté. Cette maison, bâtie par un sujet, ressemble bien plus à une maison royale que ces maisons royales dont Wolsey se croyait forcé de faire présent à son maître de peur de le rendre jaloux. Mais si la magnificence et le goût éclatent dans un endroit spécial de ce palais, si quelque chose peut être préféré à la splendide ordonnance des intérieurs, au luxe des dorures, à la profusion des peintures et des statues, c'est le parc, ce sont les jardins de Vaux. Les jets d'eau, merveilleux en 1653, sont encore des merveilles aujourd'hui. Les cascades faisaient l'admiration de tous les rois et de tous les princes,
et quant à la fameuse grotte, thème de tant de vers fameux, séjour de cette illustre nymphe de veau que Pélisson fit parler avec La Fontaine, on nous dispensera d'en décrire toutes les beautés, car nous ne voudrions pas réveiller pour nous ces critiques que méditait alors Boileau. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales, et je me sauve à peine au travers du jardin. Nous ferons comme Despréaux. Nous entrerons dans ce parc âgé de 8 ans seulement, et dont les cimes, déjà superbes, s'épanouissaient rougissant aux premiers rayons du soleil. Le nôtre avait hâté le plaisir de Mécène. Toutes les pépinières avaient donné des arbres doublés par la culture et les actifs engrais. Tout arbre du voisinage, qui offrait un bel espoir, avait été enlevé avec ses racines et planté tout vif dans le parc. Fouquet pouvait bien acheter des arbres pour orner son parc, puisqu'il avait acheté 3 villages et leurs contenances pour l'agrandir. Monsieur de Scudéry dit de ce palais que, pour l'arroser, Monsieur Fouquet avait divisé une rivière en 1000 fontaines et réuni 1000 fontaines en torrents. Ce monsieur de Scudéry en dit bien d'autres dans sa Clélie sur ce palais de Walter, dont il décrit minutieusement les agréments. Nous serons plus sages de renvoyer les lecteurs curieux à Vaux que de les renvoyer à la Clélie. Cependant, il y a autant de lieux de Paris à Vaux que de volumes à la Clélie. Cette splendide maison était prête pour recevoir le plus grand roi du monde. Les amis de M. Fouquet avaient voituré là, les uns leurs acteurs et leurs décors, les autres leurs équipages de statuaires et de peintres, les autres encore leurs plumes finement taillées. Il s'agissait de risquer beaucoup d'impromptu. Les cascades, peu dociles, quoique nymphes, regorgeaient d'une eau plus brillante que le cristal. Elles épanchaient sur les tritons et les néréides de bronze des flots écumeux s'irisant au feu du soleil. Une armée de serviteurs courait par escouade dans les cours et dans les vastes corridors, tandis que Fouquet, arrivé le matin seulement, se promenait, calme et clairvoyant, pour donner les derniers ordres, après que ses intendants avaient passé leur revue. On était, comme nous l'avons dit, au 15 août. Le soleil tombait d'aplomb sur les épaules des dieux de marbre et de bronze. Il chauffait l'eau des conques et mûrissait dans les vergers ces magnifiques pêches que le roi devait regretter 50 ans plus tard, alors qu'à Marly, manquant de belles espèces dans ces jardins qui avaient coûté à la France le double de ce qu'avait coûté Vaux, le grand roi disait à quelqu'un « Vous êtes trop jeune, vous, pour avoir mangé des pêches de monsieur Fouquet. » Oh, souvenir! Oh, trompette de la renommée! Oh, gloire de ce monde! Celui-là qui se connaissait si bien en mérite, celui-là qui avait recueilli l'héritage de Nicolas Fouquet, celui-là qui lui avait pris le nôtre et le brun, celui-là qui l'avait envoyé pour toute sa vie dans une prison d'État, celui-là se rappelait seulement les pêches de cet ennemi vaincu, étouffé, oublié. Fouquet avait eu beau jeter 30 millions dans ses bassins, dans les creusets de ses statuaires, dans les écritures de ses poètes, dans les portefeuilles de ses peintres, il avait cru en vain faire penser à lui. Une pêche éclose, vermeille et charnue entre les losanges d'un treillage, sous les langues verdoyantes de ses feuilles aiguës, ce peu de matière végétale qu'un Loir croquait sans y penser, suffisait au grand roi pour ressusciter en son souvenir l'ombre lamentable du dernier surintendant de France. Bien sûr qu'Aramis avait distribué les grandes masses, qu'il avait pris soin de faire garder les portes et préparer les logements. Fouquet ne s'occupait plus que de l'ensemble. Ici, Gourville lui montrait les dispositions du feu d'artifice. Là, Molière le conduisait au théâtre. Et enfin, après avoir visité la chapelle, les salons, les galeries, Fouquet redescendait épuisé quand il vit Aramis dans l'escalier. Le prélat lui faisait signe. Le surintendant vint joindre son ami, qui l'arrêta devant un grand tableau terminé à peine. S'escrimant sur cette toile, le peintre Lebrun, couvert de sueur, taché de couleur, pâle de fatigue et d'inspiration, jetait les derniers coups de sa brosse rapide.
C'était ce portrait du roi qu'on attendait, avec l'habit de cérémonie, que Percerin avait daigné faire voir d'avance à l'évêque de Vannes. Fouquet se plaça devant ce tableau, qui vivait, pour ainsi dire, dans sa chair fraîche et dans sa moite chaleur. Il regarda la figure, calcula le travail, admira, et, ne trouvant pas de récompense qui fût digne de ce travail d'Hercule, il passa ses bras au cou du peintre et l'embrassa. Monsieur le surintendant venait de gâter un habit de 1000 pistoles, mais il avait reposé Lebrun. Ce fut un beau moment pour l'artiste. Ce fut un douloureux moment pour monsieur Percerin, qui, lui aussi, marchait derrière Fouquet et admirait dans la peinture de Lebrun l'habit qu'il avait fait pour sa majesté. Objet d'art, disait-il, qui n'avait son pareil que dans la garde-robe de monsieur le surintendant. Sa douleur et ses cris furent interrompus par le signal qui fut donné du sommet de la maison. Par-delà Melun, dans la plaine déjà nue, les sentinelles de veau avaient aperçu le cortège du roi et des reines. Sa Majesté entrait dans Melun avec sa longue file de carrosses et de cavaliers. « Dans 1 heure, dit Aramis à Fouquet. « Dans 1 heure, répliqua celui-ci en soupirant. « Et ce peuple qui se demande à quoi servent les fêtes royales, continua l'évêque de Vannes en riant de son faux rire. Hélas, moi, qui ne suis pas peuple, je me le demande aussi. Je vous répondrai dans 24 heures, monseigneur. Prenez votre bon visage, car c'est jour de joie. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, D'Herblay, dit le surintendant avec expansion en désignant du doigt le cortège de Louis à l'horizon. Il ne m'aime guère, je ne l'aime pas beaucoup, mais je ne sais comment il se fait que, depuis qu'il approche de ma maison, eh bien, quoi ? Eh bien, depuis qu'il se rapproche, il m'est plus sacré, il m'est le roi, il m'est presque cher. Cher ? Oui, fit Aramis en jouant sur le mot, comme, plus tard, l'abbé Terray avec Louis XV. Ne riez pas, D'Herblay, je sens que, s'il le voulait bien, j'aimerais ce jeune homme. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela, reprit Aramis, c'est à monsieur Colbert. À monsieur Colbert, s'écria Fouquet, pourquoi ? Parce qu'il vous fera avoir une pension sur la cassette du roi quand il sera surintendant. Ce trait lancé, Aramis salua. Où allez-vous donc ? Reprit Fouquet, devenu sombre. Chez moi, pour changer d'habit, monseigneur. Où vous êtes-vous logé, D'Herblay ? Dans la chambre bleue du 2e étage. Celle qui donne au-dessus de la chambre du roi ? Précisément. Quelle suggestion vous avez prise là, se condamner à ne pas remuer ? Toute la nuit, monseigneur, je dors ou je lis dans mon lit. Et vos gens ? Oh, je n'ai qu'une personne avec moi. Si peu ? Mon lecteur me suffit. Adieu, monseigneur, ne vous fatiguez pas trop. Conservez-vous frais pour l'arrivée du roi. On vous verra ? On verra votre ami du Vallon ? Je l'ai logé près de moi. Il s'habille. Et Fouquet, saluant de la tête et du sourire, passa comme un général en chef qui visite des avant-postes quand on lui a signalé l'ennemi. Chapitre 218. Le vin de Melun. Le roi était entré effectivement dans Melun avec l'intention de traverser seulement la ville. Le jeune monarque avait soif de plaisir. Durant tout le voyage, il n'avait aperçu que 2 fois la Vallière, et, devinant qu'il ne pourrait lui parler que la nuit, dans les jardins, après la cérémonie, il avait hâte de prendre ses logements à Vaux. Mais il comptait sans son capitaine des mousquetaires et aussi sans monsieur Colbert. Semblable à Calypso, qui ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse, notre Gascon ne pouvait se consoler de n'avoir pas deviné pourquoi Aramis faisait demander à Percerin l'exhibition des habits neufs du roi. Toujours est-il, se disait cet esprit flexible dans sa logique, que l'évêque de Vannes, mon ami, fait cela pour quelque chose. Et de se creuser la cervelle bien inutilement. D'Artagnan, si fort assoupli à toutes les intrigues de cour,
D'Artagnan, qui connaissait la situation de Fouquet mieux que Fouquet lui-même, avait conçu les plus étranges soupçons à l'énoncé de cette fête qui eût ruiné un homme riche et qui devenait une œuvre impossible, insensée, pour un homme ruiné. Et puis, la présence d'Aramis, revenu de Belle-Île et nommé grand ordonnateur par M. Fouquet, son immixtion persévérante dans toutes les affaires du surintendant, les visites de M. de Vannes chez Baisemeaux, tout ce louche avait profondément tourmenté d'Artagnan depuis quelques semaines. Avec des hommes de la trempe d'Aramis, disait-il, on est le plus fort que l'épée à la main. Tant qu'Aramis a fait l'homme de guerre, il y a eu espoir de le surmonter. Depuis qu'il a doublé sa cuirasse d'une étole, nous sommes perdus. Mais que veut Aramis ? Et d'Artagnan rêvait. Que m'importe ? Après tout, s'il ne veut renverser que M. Colbert, que peut-il vouloir autre chose ? D'Artagnan se grattait le front, cette fertile terre d'où le soc de ses ongles avait enfouillé de belles et bonnes idées. Il eut celle de s'aboucher avec M. Colbert, mais son amitié, son serment d'autrefois, le liait trop à Aramis. Il recula. D'ailleurs, il haïssait ce financier. Il voulut s'ouvrir au roi, mais le roi ne comprendrait rien à ses soupçons qui n'avaient pas même la réalité de l'ombre. Il résolut de s'adresser directement à Aramis, la première fois qu'il le verrait. « Je le prendrai entre deux chandelles, directement, brusquement, » se dit le mousquetaire. « Je lui mettrai la main sur le cœur et il me dira... » Que me dira-t-il ? Oui, il me dira quelque chose, car, mordiou, il y a quelque chose là-dessous. Plus tranquille, d'Artagnan fit ses apprêts de voyage et donna ses soins à ce que la maison militaire du roi, fort peu considérable encore, fût bien commandée et bien ordonnée dans ses médiocres proportions. Il résulta, de ces tâtonnements du capitaine, que le roi se mit à la tête des mousquetaires, de ses Suisses et d'un piquet de garde française lorsqu'il arriva devant Melun. On eût dit d'une petite armée. M. Colbert regardait ces hommes d'épée avec beaucoup de joie. Il en voulait encore un tiers en su. « Pourquoi ?» disait le roi. « Pour faire plus d'honneur à M. Fouquet, » répliquait Colbert. « Pour le ruiner plus vite, » pensait d'Artagnan. L'armée parut devant Melun, dont les notables apportèrent au roi les clés et l'invitèrent à entrer à l'hôtel de ville pour prendre le vin d'honneur. Le roi, qui s'attendait à passer outre et à gagner Vaux tout de suite, devint rouge de dépit. « Quel est le sot qui m'a valu ce retard ?» grommela-t-il entre ses dents, pendant que le maître échevin faisait son discours. « Ce n'est pas moi, » répliqua d'Artagnan, « mais je crois bien que c'est M. Colbert. » Colbert entendit son nom. « Que plaît-il à M. d'Artagnan ?» demanda-t-il. « Il me plaît savoir si vous êtes celui qui a fait entrer le roi dans le vin de Brie. »« Oui, monsieur. »« Alors, c'est à vous que le roi a donné un nom. »« Lequel, monsieur ?»« Je ne sais trop. Attendez, imbécile. Non, sot, stupide. Voilà ce que Sa Majesté a dit de celui qui lui a valu le vin de Melun. » D'Artagnan, après s'être bordé, caressa tranquillement son cheval. La grosse tête de M. Colbert enfla comme un boisseau. D'Artagnan, le voyant si laid par la colère, ne s'arrêta pas en chemin. L'orateur allait toujours. Le roi rougissait à vue d'œil. « Mordiou, » dit flegmatiquement le mousquetaire, « le roi va prendre un coup de sang. Où diable avez-vous eu cette idée-là, monsieur Colbert ? Vous n'avez pas de chance. »« Monsieur, » dit le financier en se redressant, « elle m'a été inspirée par mon zèle pour le service du roi. »« Bah, monsieur, Melun est une bonne ville qui paye bien, et qu'il est inutile de mécontenter. Voyez-vous cela, moi qui ne suis pas un financier, j'avais seulement vu une idée dans votre idée. Laquelle, monsieur ? Celle de faire un peu de bile à M. Fouquet, qui s'évertue, là-bas, sur ses donjons, à nous attendre. » Le coup était juste et rude. Colbert en fut désarçonné. Il se retira, l'oreille basse. Heureusement, le discours était fini. Le roi but, puis tout le monde reprit la marche à travers la ville.
Le roi rongeait ses lèvres, car la nuit venait et tout espoir de promenade avec la Vallière s'évanouissait. Pour faire entrer la maison du roi dans Vaux, il fallait au moins 4 heures, grâce à toutes les consignes. Aussi le roi, qui bouillait d'impatience, pressa-t-il les rênes, afin d'arriver avant la nuit, mais au moment de se remettre en marche, les difficultés surgirent. « Est-ce que le roi ne va pas coucher à Melun ?» dit M. Colbert bas à d'Artagnan. M. Colbert était bien mal inspiré, ce jour-là, de s'adresser ainsi au chef des mousquetaires. Celui-ci avait deviné que le roi ne tenait pas en place. D'Artagnan ne voulait le laisser entrer à Vaux que bien accompagné. Il désirait donc que sa majesté n'entrât qu'avec toute l'escorte. D'un autre côté, il sentait que les retards irriteraient cet impatient caractère. Comment concilier ces 2 difficultés ? D'Artagnan prit Colbert au mot et le lança sur le roi. « Sire, dit-il, Monsieur Colbert demande si votre majesté ne couchera pas à Melun. »« Coucher à Melun ? Et pourquoi faire ?» s'écria Louis XIV. « Coucher à Melun ? Qui diable a pu songer à cela quand monsieur Fouquet nous attend ce soir ?»« C'était, reprit vivement Colbert, la crainte de retarder votre majesté, qui, d'après l'étiquette, ne peut entrer autre part que chez elle, avant que les logements aient été marqués par son fourrier et la garnison distribuée. » D'Artagnan écoutait de ses oreilles en se mordant la moustache. Les reines entendaient aussi. Elles étaient fatiguées, elles eussent voulu dormir, et surtout empêcher le roi de se promener le soir avec monsieur de Saint-Aignan et les dames, car si l'étiquette renfermait chez elles les princesses, les dames, leur service fait, avaient toute faculté de se promener. On voit que tous ces intérêts, s'amoncelant en vapeur, devaient produire des nuages, et les nuages, une tempête. Le roi n'avait pas de moustache à mordre, il mâchait avidement le manche de son fouet. Comment sortir de là ? D'Artagnan faisait les 12 yeux, et Colbert le gros dos. Sur qui mordre ? On consultera là-dessus la reine, dit Louis XIV en saluant les dames. Et cette bonne grâce qu'il eut pénétra le cœur de Marie-Thérèse, qui était bonne et généreuse, et qui, remise à son libre arbitre, répliqua respectueusement. « Je ferai la volonté du roi, toujours avec plaisir. » « Combien faut-il de temps pour aller à Vaux ?» demanda Anne d'Autriche en traînant sur chaque syllabe et en appuyant la main sur son sein endolori. « 1 heure pour les carrosses de leur majesté, » dit d'Artagnan, « par des chemins assez beaux. » Le roi le regarda. « 1/4 d'heure pour le roi, se hâta-t-il d'ajouter. « On arriverait au jour, » dit Louis XIV. « Mais les logements de la maison militaire, » objecta doucement Colbert, « feront perdre au roi toute la hâte du voyage, si prompt qu'il soit. »« Double brute, » pensa d'Artagnan, « si j'avais intérêt à démolir ton crédit, je le ferais en 10 minutes. »« À la place du roi, » ajouta-t-il tout haut, « en me rendant chez monsieur Fouquet, qui est un galant homme, je laisserai ma maison, j'irai en ami, j'entrerai seul avec mon capitaine des gardes, j'en serai plus grand et plus sacré. » La joie brilla dans les yeux du roi. « Voilà un bon conseil, mesdames, dit-il. Allons chez un ami, en ami. Marchez doucement, messieurs des équipages, et nous, messieurs, en avant. » Il entraîna derrière lui tous les cavaliers. Colbert cacha sa grosse tête renfrognée derrière le cou de son cheval. « J'en serai quitte, dit d'Artagnan tout en galopant, pour causer dès ce soir avec Aramis. Et puis, monsieur Fouquet est un galant homme, mordiou. Je l'ai dit, il faut le croire. » Voilà comment, vers 7 heures du soir, sans trompette et sans garde avancée, sans éclaireur ni mousquetaire, le roi se présenta devant la grille de Vaux où Fouquet, prévenu, attendait, depuis 1 demi-heure, tête nue, au milieu de sa maison et de ses amis. Chapitre 219 Nectar et ambroisie. Monsieur Fouquet tint l'étrier au roi, qui, ayant mis pied à terre, se releva gracieusement, et, plus gracieusement encore, lui tendit une main que Fouquet, malgré un léger effort du roi, porta respectueusement à ses lèvres.
Le roi voulait attendre, dans la première enceinte, l'arrivée des carrosses. Il n'attendit pas longtemps. Les chemins avaient été battus par ordre du surintendant. On n'eût pas trouvé, depuis Melun jusqu'à Vaud, un caillou gros comme un œuf. Aussi, les carrosses, roulant comme sur un tapis, amenèrent-ils, sans chaos ni fatigue, toutes les dames à 8 heures. Elles furent reçues par madame la surintendante, et au moment où elles apparaissaient, une lumière vive, comme celle du jour, jaillit de tous les arbres, de tous les vases, de tous les marbres. Cet enchantement dura jusqu'à ce que leurs majestés se fussent perdues dans l'intérieur du palais. Toutes ces merveilles, que le chroniqueur a entassées ou plutôt conservées dans son récit, au risque de rivaliser avec le romancier, ces splendeurs de la nuit vaincue, de la nature corrigée, de tous les plaisirs, de tous les luxes combinés pour la satisfaction des sens et de l'esprit, Fouquet les offrit réellement à son roi, dans cette retraite enchantée dont nul souverain en Europe ne pouvait se flatter de posséder l'équivalent. Nous ne parlerons ni du grand festin qui réunit leurs majestés, ni des concerts, ni des féeriques métamorphoses. Nous nous contenterons de peindre le visage du roi qui, de gai, ouvert, de bienheureux qu'il était d'abord, devint bientôt sombre, contraint, irrité. Il se rappelait sa maison à lui, et ce pauvre luxe qui n'était que l'ustensile de la royauté sans être la propriété de l'homme roi. Les grands vases du Louvre, les vieux meubles et la vaisselle de Henri II, de François Ier, de Louis XI, n'étaient que des monuments historiques. Ce n'étaient que des objets d'art, une défroque du métier royal. Chez Fouquet, la valeur était dans le travail comme dans la matière. Fouquet mangeait dans un or que des artistes à lui avaient fondu et ciselé pour lui. Fouquet buvait des vins dont le roi de France ne savait pas le nom. Il les buvait dans des gobelets plus précieux chacun que toute la cave royale. Que dire des salles, des tentures, des tableaux, des serviteurs, des officiers de toutes sortes? Que dire du service où, l'ordre remplaçant l'étiquette, le bien-être remplaçant les consignes, le plaisir et la satisfaction du convive devenaient la suprême loi de tout ce qui obéissait à l'hôte. Cet essaim de gens affairés sans bruit, cette multitude de convives moins nombreux que les serviteurs, ces myriades de mets, de vases d'or et d'argent, ces flots de lumière, ces amas de fleurs inconnues, dont les serres s'étaient dépouillées comme d'une surcharge, puisqu'elles étaient encore redondantes de beauté, ce tout harmonieux, qui n'était que le prélude de la fête promise, ravit tous les assistants qui témoignèrent leur admiration à plusieurs reprises, non par la voix ou par le geste, mais par le silence et l'attention, ces deux langages du courtisan qui ne connaît plus le frein du maître. Quant au roi, ses yeux se gonflèrent. Il n'osa plus regarder la reine. Anne d'Autriche, toujours supérieure en orgueil à toute créature, écrasa son hôte par le mépris qu'elle témoigna pour tout ce qu'on lui servait. La jeune reine, bonne et curieuse de la vie, loua Fouquet, mangea de grand appétit et demanda le nom de plusieurs fruits qui paraissaient sur la table. Fouquet répondit qu'il ignorait les noms. Ces fruits sortaient de ses réserves. Il les avait souvent cultivés lui-même, étant un savant en fait d'agronomie exotique. Le roi sentit la délicatesse. Il n'en fut que plus humilié. Il trouvait la reine un peu peuple et Anne d'Autriche un peu Junon. Tout son soin, à lui, était de se garder froid sur la limite de l'extrême dédain ou de la simple admiration. Mais Fouquet avait prévu tout cela. C'était un de ces hommes qui prévoient tout. Le roi avait expressément déclaré que, tant qu'il serait chez M. Fouquet, il désirait ne pas soumettre ses repas à l'étiquette, et, par conséquent, dîner avec tout le monde. Mais, par les soins du surintendant, le dîner du roi se trouvait servi à part, si l'on peut s'exprimer ainsi, au milieu de la table générale. Ce dîner, merveilleux par sa composition, comprenait tout ce que le roi aimait, tout ce qu'il choisissait d'habitude. Louis n'avait pas d'excuse, lui, le premier appétit de son royaume, pour dire qu'il n'avait pas faim. Monsieur Fouquet fit bien mieux.
il s'était mis à table pour obéir à l'ordre du roi, mais dès que les potages furent servis, il se leva de table et se mit lui-même à servir le roi, pendant que madame la surintendante se tenait derrière le fauteuil de la reine-mère. Le dédain de Junon et les bouderies de Jupiter ne tinrent pas contre cet excès de bonne grâce. La reine-mère mangea un biscuit dans du vin de 100 lucars, et le roi mangea de tout, en disant à M. Fouquet « Il est impossible, monsieur le surintendant, de faire meilleure chère. » Sur quoi toute la cour se mit à dévorer d'un tel enthousiasme que l'on eût dit des nuées de sauterelles d'Égypte s'abattant sur les seigles verts. Cela n'empêcha pas que, après la faim assouvie, le roi ne redevint triste. Triste en proportion de la belle humeur qu'il avait cru devoir manifester. Triste surtout de la bonne mine que ses courtisans avaient faite à Fouquet. D'Artagnan, qui mangeait beaucoup et qui buvait sec, sans qu'il y parût, ne perdit pas un coup de dent, mais fit un grand nombre d'observations qui lui profitèrent. Le souper fini, le roi ne voulut pas perdre la promenade. Le parc était illuminé. La lune, d'ailleurs, comme si elle se fût mise aux ordres du seigneur de Vaux, argenta les massifs et les lacs de ses diamants et de son phosphore. La fraîcheur était douce. Les allées étaient ombreuses et sablées si moelleusement que les pieds s'y plaisaient. Il y eut fête complète, car le roi, trouvant la Vallière au détour d'un bois, lui put serrer la main et dire « Je vous aime », sans que nul l'entendît, excepté M. d'Artagnan, qui y suivait, et M. Fouquet, qui précédait. Cette nuit d'enchantement s'avança. Le roi demanda sa chambre. Aussitôt tout fut en mouvement. Les reines passèrent chez elles au son des théorbes et des flûtes. Le roi trouva, en montant, ses mousquetaires, que M. Fouquet avait fait venir de Melun et invité à souper. D'Artagnan perdit toute défiance. Il était là, il avait bien soupé, et voulait, une fois dans sa vie, jouir d'une fête chez un véritable roi. « Monsieur Fouquet, disait-il, est mon homme. » On conduisit, en grande cérémonie, le roi dans la chambre de Morphée, dont nous devons une mention légère à nos lecteurs. C'était la plus belle et la plus vaste du palais. Lebrun avait peint, dans la coupole, les songes heureux et les songes tristes que Morphée suscite aux rois comme aux hommes. Tout ce que le sommeil enfante de gracieux, ce qu'il verse de miel et de parfum, de fleurs et de nectar, de volupté ou de repos dans les sens, le peintre en avait enrichi les fresques. C'était une composition aussi suave dans une partie que sinistre et terrible dans l'autre. Les coupes qui versent les poisons, le fer qui brille sur la tête du dormeur, les sorciers et les fantômes aux masques hideux, les demi-ténèbres, plus effrayantes que la flamme ou la nuit profonde, voilà ce qu'il avait donné pour pendant à ces gracieux tableaux. Le roi, entré dans cette chambre magnifique, fut saisi d'un frisson. Fouquet en demanda la cause. « J'ai sommeil, » répliqua Louis, assez pâle. « Votre Majesté veut-elle son service sur-le-champ ? » ?»« Non, j'ai à causer avec quelques personnes, » dit le roi. « Qu'on prévienne monsieur Colbert. » Fouquet s'inclina et sortit. Chapitre 220. À Gascon, Gascon et demi. D'Artagnan n'avait pas perdu de temps, ce n'était pas dans ses habitudes. Après s'être informé d'Aramis, il avait couru jusqu'à ce qu'il l'eût rencontré. Or, Aramis, une fois le roi entré dans Vaux, s'était retiré dans sa chambre, méditant sans doute encore quelques galanteries pour les plaisirs de sa majesté. D'Artagnan se fit annoncer et trouva au second étage, dans une belle chambre qu'on appelait la chambre bleue à cause de ses tentures, il trouva, disons-nous, l'évêque de Vannes en compagnie de Porthos et de plusieurs épicuriens modernes. Aramis vint embrasser son ami, lui offrit le meilleur siège, et comme on vit généralement que le mousquetaire se réservait sans doute afin d'entretenir secrètement Aramis, les épicuriens prirent congé. Porthos ne bougea pas. Il est vrai qu'ayant dîné beaucoup, il dormait dans son fauteuil. L'entretien ne fut pas gêné par ce tiers. Porthos avait le ronflement harmonieux et l'on pouvait parler sur cette espèce de basse
comme sur une mélopée antique. D'Artagnan sentit que c'était à lui d'ouvrir la conversation. L'engagement qu'il était venu chercher était rude. Aussi aborda-t-il nettement le sujet. « Eh bien, nous voici donc à Vaux, dit-il. « Mais oui, D'Artagnan, aimez-vous ce séjour ?»« Beaucoup, et j'aime aussi monsieur Fouquet. »« N'est-ce pas qu'il est charmant ? On ne saurait plus. On dit que le roi a commencé par lui battre froid, et que sa majesté s'est radoucie. Vous n'avez donc pas vu que vous dites « on dit » ? Non, je m'occupais avec ces messieurs qui viennent de sortir de la représentation et du carrousel de demain. Ah ça, vous êtes ordonnateur des fêtes ici, vous ? Je suis, comme vous savez, ami des plaisirs de l'imagination. J'ai toujours été poète, par quelque endroit, moi. Je me rappelle vos vers, ils étaient charmants. Moi, je les ai oubliés, mais je me réjouis d'apprendre ceux des autres, quand les autres s'appellent Molière, Pélisson, La Fontaine, etc. Savez-vous l'idée qui m'est venue ce soir en soupant, Aramis ? Non, dites-la moi, sans quoi je ne la devinerais pas, vous en avez tant. Eh bien, l'idée m'est venue que le vrai roi de France n'est pas Louis XIV. Hein ? Fit Aramis en ramenant involontairement ses yeux sur les yeux du mousquetaire. Non, c'est monsieur Fouquet. Aramis respira et sourit. Vous voilà comme les autres, jaloux, dit-il. Parions que c'est monsieur Colbert qui vous a fait cette phrase-là. D'Artagnan, pour amadouer Aramis, lui conta les mésaventures de Colbert à propos du vin de Melun. Vilaine race que ce Colbert, fit Aramis. Ma foi, oui. Quand on pense, ajouta l'évêque, que ce drôle-là sera votre ministre dans 4 mois. Bah. Et que vous le servirez comme Richelieu, comme Mazarin. Comme vous servez Fouquet, dit D'Artagnan. Avec cette différence, cher ami, que M. Fouquet n'est pas M. Colbert. C'est vrai. Et D'Artagnan finit de devenir triste. Mais, ajouta-t-il un moment après, pourquoi donc me disiez-vous que M. Colbert sera ministre dans 4 mois ? Parce que M. Fouquet ne le sera plus, répliqua Aramis. Il sera ruiné, n'est-ce pas ? Dit D'Artagnan. À plat. Pourquoi donner des fêtes, alors ? Fit le mousquetaire d'un ton de bienveillance si naturel que l'évêque en fut un moment la dupe. Comment ne l'en avez-vous pas dissuadé, vous ? Cette dernière partie de la phrase était un excès. Aramis revint à la défiance. Il s'agit, dit-il, de se ménager le roi. En se ruinant ? En se ruinant pour lui, oui. Singulier calcul. La nécessité. Je ne la vois pas, cher Aramis. Si fait, vous remarquez bien l'antagonisme naissant de M. de Colbert. Et que M. Colbert pousse le roi à se défaire de surintendant. Cela saute aux yeux. Et qu'il y a cabale contre M. Fouquet. On le sait, de reste. Quelle apparence que le roi se mette de la partie contre un homme qui aura tout dépensé pour lui plaire. C'est vrai, fit lentement Aramis, peu convaincu, et curieux d'aborder une autre face du sujet de conversation. Il y a folie et folie, reprit D'Artagnan. Je n'aime pas toutes celles que vous faites. Lesquelles ? Le souper, le bal, le concert, la comédie, les carrousels, les cascades, les feux de joie et d'artifice, les illuminations et les présents. Très bien, je vous accorde cela. Mais ces dépenses de circonstance ne suffisaient-elles point ? Fallait-il… Quoi ? Fallait-il habiller de neuf toute une maison, par exemple ? Oh, c'est vrai, j'ai dit cela à M. Fouquet. Il m'a répondu que, s'il était assez riche, il offrirait au roi un château neuf, des girouettes aux caves, neuf avec tout ce qui tient dedans, et que, le roi parti, il brûlerait tout cela pour que rien ne servît à d'autre. C'est de l'espagnol pur. Je le lui ai dit. Il a ajouté ceci. Sera mon ennemi quiconque me conseillera d'épargner.
C'est de la démence, vous dis-je, ainsi que ce portrait. Quel portrait? Dit Aramis. Celui du roi, cette surprise. Cette surprise? Oui, pour laquelle vous avez pris des échantillons chez Percerin. D'Artagnan s'arrêta. Il avait lancé la flèche. Il ne s'agissait plus que d'en mesurer la portée. C'est une gracieuseté, répondit Aramis. D'Artagnan vint droit à son ami, lui prit les deux mains et, le regardant dans les yeux, « Aramis, dit-il, m'aimez-vous encore un peu ? Si je vous aime, bon, un service, alors. Pourquoi avez-vous pris des échantillons de l'habit du roi chez Percerin ? Venez avec moi le demander à ce pauvre Lebrun qui a travaillé là-dessus 2 jours et 2 nuits. Aramis, cela est la vérité pour tout le monde, mais pour moi. En vérité, D'Artagnan, vous me surprenez. Soyez bon pour moi, dites-moi la vérité. Vous ne voudriez pas qu'il m'arrivât du désagrément, n'est-ce pas ? Cher ami, vous devenez incompréhensible. Quel diable de soupçon avez-vous donc ? Croyez-vous à mes instincts ? Vous y croyez autrefois. Eh bien, un instinct me dit que vous avez un projet caché. Moi, un projet ? Je n'en suis pas sûr. Pardieu, je n'en suis pas sûr, mais j'en jurerais. Eh bien, D'Artagnan, vous me causez une vive peine. En effet, si j'ai un projet que je doive vous taire, je vous le tairai, n'est-ce pas ? Si j'en ai un que je doive vous révéler, je vous l'aurais déjà dit. Non, Aramis, non. Il est des projets qui ne se révèlent qu'au moment favorable. Alors, mon bon ami, reprit l'évêque en riant, c'est que le moment favorable n'est pas encore arrivé. D'Artagnan secoua la tête avec mélancolie. Amitié, amitié, dit-il, vain nom. Voilà un homme qui, si je le lui demandais, se ferait hacher en morceaux pour moi. C'est vrai, dit noblement Aramis. Et cet homme, qui me donnerait tout le sang de ses veines, ne m'ouvrira pas un petit coin de son cœur. Amitié, je le répète, tu n'es qu'une ombre et qu'un leurre, comme tout ce qui brille dans le monde. Ne parlez pas ainsi de notre amitié, répondit l'évêque d'un ton ferme et convaincu. Elle n'est pas du genre de celle dont vous parlez. Regardez-nous, Aramis. Nous voici 3 sur 4. Vous me trompez ? Je vous suspecte. Et Porthos dort. Beau trio d'amis, n'est-ce pas ? Beau reste. Je ne puis vous dire qu'une chose, D'Artagnan, et je vous l'affirme sur l'Évangile. Je vous aime comme autrefois. Si jamais je me défie de vous, c'est à cause des autres, non à cause de vous ni de moi. Toute chose que je ferai et en quoi je réussirai, vous y trouverez votre part. Promettez-moi la même faveur, dites. Si je ne m'abuse, Aramis, voilà des paroles qui sont, au moment où vous les prononcez, pleines de générosité. C'est possible. Vous conspirez contre M. Colbert. Si ce n'est que cela, mordiou. Dites-le moi donc, j'ai l'outil, j'arracherai la dent. Aramis ne put effacer un sourire de dédain qui glissa sur sa noble figure. Et quand je conspirerai contre M. Colbert, où serait le mal ? C'est trop peu pour vous. Et ce n'est pas pour renverser Colbert que vous avez été demander des échantillons à Percerin. Oh, Aramis, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes frères. Dites-moi ce que vous voulez entreprendre, et, foi de D'Artagnan, si je ne puis pas vous aider, je jure de rester neutre. Je n'entreprends rien, dit Aramis. Aramis, une voix me parle, elle m'éclaire. Cette voix ne m'a jamais trompé. Vous en voulez au roi. Au roi ? S'écria l'évêque en affectant le mécontentement. Votre physionomie ne me convaincra pas. Au roi, je le répète. Vous m'aiderez, dit Aramis, toujours avec l'ironie de son rire. Aramis, je ferai plus que de vous aider. Je ferai plus que de rester neutre. Je vous sauverai. Vous êtes fou, D'Artagnan. Je suis le plus sage de nous deux. Vous me soupçonnez de vouloir assassiner le roi ? Qui est-ce qui parle de cela ? Dit le mousquetaire.
Alors, entendons-nous, je ne vois pas ce que l'on peut faire à un roi légitime comme le nôtre si on ne l'assassine pas. » D'Artagnan ne répliqua rien. « Vous avez, d'ailleurs, vos gardes et vos mousquetaires ici, » fit l'évêque. « C'est vrai. Vous n'êtes pas chez monsieur Fouquet, vous êtes chez vous. C'est vrai. Vous avez, à l'heure qu'il est, monsieur Colbert qui conseille au roi contre monsieur Fouquet tout ce que vous voudriez peut-être conseiller si je n'étais pas de la partie. Aramis, par grâce, un mot d'ami. Le mot des amis, c'est la vérité. Si je pense à toucher du doigt au fils d'Anne d'Autriche, le vrai roi de ce pays de France, si je n'ai pas la ferme intention de me prosterner devant son trône, si, dans mes idées, le jour de demain, ici, à Vaux, ne doit pas être le plus glorieux des jours de mon roi, que la foudre m'écrase. J'y consens. » Aramis avait prononcé ces paroles le visage tourné vers l'alcôve de sa chambre, où D'Artagnan, adossé d'ailleurs à cette alcôve, ne pouvait soupçonner qu'il se cachât quelqu'un. L'onction de ces paroles, leur lenteur étudiée, la solennité du serment, donnèrent au mousquetaire la satisfaction la plus complète. Il prit les 2 mains d'Aramis et les serra cordialement. Aramis avait supporté les reproches sans pâlir. Il rougit en écoutant les éloges. D'Artagnan trompé lui faisait honneur. D'Artagnan confiant lui faisait honte. « Est-ce que vous partez ?» lui dit-il en l'embrassant pour cacher sa rougeur. « Oui, mon service m'appelle. J'ai le mot de la nuit à prendre. »« Où coucherez-vous ? » ?»« Dans l'antichambre du roi, à ce qu'il paraît. Mais Porthos ? Emmenez-le-moi donc, car il ronfle comme un canon. »« Ah, il n'habite pas avec vous, » dit D'Artagnan. « Pas le moins du monde. Il a son appartement, je ne sais où. »« Très bien, » dit le mousquetaire, à qui cette séparation des 2 associés ôtait ses derniers soupçons. Et il toucha rudement l'épaule de Porthos. Celui-ci répondit en rugissant. « Venez, » dit D'Artagnan. « Tiens, D'Artagnan, ce cher ami, par quel hasard ! Ah, c'est vrai, je suis de la fête de Vaux. » « Avec votre bel habit. C'est gentil de la part de monsieur Coquelin de Volière, n'est-ce pas ? » ?»« Chut !» fit Aramis. « Vous marchez à défoncer les parquets. »« C'est vrai, » dit le mousquetaire. « Cette chambre est au-dessus du dôme. »« Et je ne l'ai pas prise pour salle d'armes, » ajouta l'évêque. « La chambre du roi a pour plafond les douceurs du sommeil. N'oubliez pas que mon parquet est la doublure de ce plafond-là. Bonsoir, mes amis. Dans 10 minutes, je dormirai. » Et Aramis les conduisit en riant doucement, puis, lorsqu'ils furent dehors, fermant rapidement les verrous et calfeutrant les fenêtres, il appela. « Monseigneur, Monseigneur !» Philippe sortit de l'alcôve en poussant une porte à coulisse placée derrière le lit. « Voilà bien des soupçons chez monsieur d'Artagnan, dit-il. « Ah, vous avez reconnu d'Artagnan, n'est-ce pas ? Avant que vous l'eussiez nommé. C'est votre capitaine des mousquetaires. »« Il m'est bien dévoué, » répliqua Philippe en appuyant sur le pronom personnel. « Fidèle comme un chien, mordant quelquefois. Si D'Artagnan ne vous reconnaît pas avant que l'autre ait disparu, comptez sur D'Artagnan à toute éternité, car alors, s'il n'a rien vu, il gardera sa fidélité. S'il a vu trop tard, il est gascon et n'avouera jamais qu'il s'est trompé. Je le pensais. Que faisons-nous maintenant ? Vous allez vous mettre à l'observatoire et regarder, au coucher du roi, comment vous vous couchez en petite cérémonie. Très bien. Où me mettrai-je ? Asseyez-vous sur ce pliant. Je vais faire glisser le parquet. Vous regarderez par cette ouverture qui répond aux fausses fenêtres pratiquées dans le dôme de la chambre du roi. Voyez-vous ? Je vois le roi. Et Philippe tressaillit comme à l'aspect d'un ennemi. Que fait-il ? Il veut faire asseoir auprès de lui un homme. Monsieur Fouquet ? Non, non pas. Attendez. Les notes, mon prince, les portraits. L'homme que le roi veut faire s'asseoir ainsi devant lui, c'est monsieur Colbert.
Colbert devant le roi ? S'écria Aramis. Impossible. Regardez. Aramis plongea ses regards dans la rainure du parquet. Oui, dit-il, Colbert lui-même. Oh, monseigneur, qu'allons-nous entendre et que va-t-il résulter de cette intimité ? Rien de bon pour M. Fouquet, sans nul doute. Le prince ne se trompait pas. Nous avons vu que Louis XIV avait fait mander Colbert et que Colbert était arrivé. La conversation s'était engagée entre eux par une des plus hautes faveurs que le roi eût jamais faites. Il est vrai que le roi était seul avec son sujet. « Colbert, asseyez-vous. » L'intendant, comblé de joie, lui qui craignait d'être renvoyé, refusa cet insigne honneur. « Accepte-t-il » dit Aramis. « Non, il reste debout. »« Écoutons, mon prince. » Et le futur roi, le futur pape, écoutèrent avidement ces simples mortels qu'ils tenaient sous leurs pieds, prêts à les écraser s'ils l'eussent voulu. « Colbert, dit le roi, vous m'avez fort contrarié aujourd'hui. »« Sire, je le savais. »« Très bien, j'aime cette réponse. Oui, vous le saviez. Il y a du courage à l'avoir fait. Je risquais de mécontenter votre majesté, mais je risquais aussi de lui cacher son intérêt véritable. Quoi donc ? Vous craignez quelque chose pour moi ? Ne fût-ce qu'une indigestion, sire, dit Colbert, car on ne donne à son roi des festins pareils que pour l'étouffer sous le poids de la bonne chair. Et, cette grosse plaisanterie lancée, Colbert en attendit agréablement l'effet. Louis XIV, l'homme le plus vain et le plus délicat de son royaume, pardonna encore cette facétie à Colbert. « De vrai, dit-il, M. Fouquet m'a donné un trop beau repas. Dites-moi, Colbert, où prend-il tout l'argent nécessaire pour subvenir à ces frais énormes ? Le savez-vous ? » ?»« Oui, je le sais, sire. »« Vous me l'allez un peu établir. »« Facilement, à un denier près. Je sais que vous comptez juste. » C'est la première qualité qu'on puisse exiger d'un intendant des finances. Tous ne l'ont pas. Je rends grâce à votre majesté d'un éloge si flatteur dans sa bouche. Donc, M. Fouquet est riche, très riche, et cela, monsieur, tout le monde le sait. Tout le monde, les vivants comme les morts. Que veut dire cela, monsieur Colbert ? Les vivants voient la richesse de M. Fouquet, ils admirent un résultat et ils y applaudissent. Mais les morts, plus savants que nous, savent les causes et ils accusent. Eh bien, M. Fouquet doit sa richesse à quelle cause ? Le métier d'intendant favorise souvent ceux qui l'exercent. Vous avez à me parler plus confidentiellement. Ne craignez rien, nous sommes bien seuls. Je ne crains jamais rien, sous l'égide de ma conscience et sous la protection de mon roi, sire. Et Colbert s'inclina. Donc, les morts, s'ils parlaient, ils parlent quelquefois, sire. Lisez. Ah, murmura Aramis à l'oreille du prince, qui, à ses côtés, écoutait sans perdre une syllabe. Puisque vous êtes placé ici, monseigneur, pour apprendre votre métier de roi, écoutez une infamie toute royale. Vous allez assister à une de ces scènes comme Dieu seul, ou plutôt comme le diable les conçoit et les exécute. Écoutez bien, vous profiterez. Le prince redoubla d'attention et vit Louis XIV prendre des mains de Colbert une lettre que celui-ci tendait. « L'écriture du feu cardinal, dit le roi. »« Votre majesté a bonne mémoire, répliqua Colbert en s'inclinant, et c'est une merveilleuse aptitude pour un roi destiné au travail que de reconnaître ainsi les écritures à première vue. » Le roi lut une lettre de Mazarin qui, déjà connue du lecteur, depuis la brouille entre Madame de Chevreuse et Aramis, n'apprendrait rien de nouveau si nous la rapportions ici. « Je ne comprends pas bien, dit le roi intéressé vivement. Votre majesté n'a pas encore l'habitude des commis d'intendance. Je vois qu'il s'agit d'argent donné à M. Fouquet. 13 millions, une jolie somme. Mais oui, eh bien, ces 13 millions manquent dans le total des comptes.
Voilà ce que je ne comprends pas très bien, vous dis-je. Pourquoi et comment ce déficit serait-il possible ? Possible, je ne dis pas. Réel, je le dis. Vous dites que 13 millions manquent dans les comptes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le registre. Et cette lettre de M. de Mazarin indique l'emploi de cette somme et le nom du dépositaire ? Comme votre Majesté peut s'en convaincre. Oui, en effet, il résulte de là que M. Fouquet n'aurait pas encore rendu les 13 millions. Cela résulte des comptes, oui, sire. Eh bien, alors, sire, puisque M. Fouquet n'a pas rendu les 13 millions, c'est qu'il les a encaissés, et, avec 13 millions, on fait 4 fois plus, et une fraction de dépenses et de munificence que votre Majesté n'a pu en faire à Fontainebleau, où nous ne dépensâmes que 3 millions en totalité, s'il vous en souvient. C'était, pour un maladroit, une bien adroite noirceur que ce souvenir invoqué de la fête dans laquelle le roi avait, grâce à un mot de Fouquet, aperçu pour la première fois son infériorité. Colbert recevait à Vaux ce que Fouquet lui avait fait à Fontainebleau, et, en bon homme de finance, il le rendait avec tous les intérêts. Ayant ainsi disposé le roi, Colbert n'avait plus grand-chose à faire. Il le sentit. Le roi était devenu sombre. Colbert attendit la première parole du roi avec autant d'impatience que Philippe et Aramis du haut de leur observatoire. « Savez-vous ce qui résulte de tout cela, monsieur Colbert ?» dit le roi après une réflexion. « Non, sire, je ne le sais pas. » C'est que le fait de l'appropriation des 13 millions, s'il était avéré, mais il l'est, je veux dire, s'il était déclaré, monsieur Colbert. Je pense qu'il le serait dès demain si votre Majesté n'était pas chez monsieur Fouquet, répondit assez dignement le roi. Le roi est chez lui partout, sire, et surtout dans les maisons que son argent a payées. Il me semble, dit Philippe bas à Aramis, que l'architecte qui a bâti ce dôme aurait dû, prévoyant quel usage on en ferait, le mobiliser pour qu'on pût le faire choir sur la tête des coquins d'un caractère aussi noir que ce monsieur Colbert. J'y pensais bien, dit Aramis, mais monsieur Colbert est si près du roi en ce moment. C'est vrai, cela ouvrirait une succession, dont monsieur votre frère puiné récolterait tout le fruit, monseigneur. Tenez, restons en repos et continuons à écouter. Nous n'écouterons pas longtemps, dit le jeune prince. Pourquoi cela, monseigneur ? Parce que, si j'étais le roi, je ne répondrais plus rien. Et que feriez-vous ? J'attendrais à demain matin pour réfléchir. Louis XIV leva enfin les yeux et, retrouvant Colbert attentif à sa première parole, « Monsieur Colbert, dit-il, en changeant brusquement la conversation, je vois qu'il se fait tard. Je me coucherai. »« Ah, fit Colbert, j'aurais... À demain. Demain matin, j'aurais pris une détermination. »« Fort bien, sire, repartit Colbert outré, quoiqu'il se contint en présence du roi. Le roi fit un geste, et l'intendant se dirigea vers la porte à reculons. « Mon service !» cria le roi. Le service du roi entra dans l'appartement. Philippe allait quitter son poste d'observation. « Un moment, » lui dit Aramis avec sa douceur habituelle. « Ce qui vient de se passer n'est qu'un détail, et nous n'en prendrons plus demain aucun souci. Mais le service de nuit, l'étiquette du petit coucher, ah, monseigneur, voilà qui est important. Apprenez comment vous vous mettez au lit, sire. Regardez,